Bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire Live Intelligence Africa. Aujourd'hui, nous allons parler de l'activité des zones humides et sur le continent africain. Et notre Ndeye Fatou Sané va faciliter la session. Ndeye Fatou Sané, c'est une experte en matière de séquestration du carbone et de gestion des écosystèmes forestiers. Elle a travaillé partout au monde, à Nancy, l'Institut national de recherche, en Haute-Provence. Maintenant, elle travaille pour le Centre de suivi écologique, où elle est assistante euh, de données. Bien sûr, elle a travaillé ici de produits de l'Africa, surtout à l'outil Coastline de surveillance des traits de côte, mais aussi sur l'outil de suivi des zones aquatiques sur le continent africain. À vous la parole, Ndeye Fatou Sané. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la turbidité des eaux de surface. Je vais donc partager mon écran. Oui. Oh, C'est merci bon? beaucoup. C'est bon maintenant. Merci. Voilà. Donc la turbidité, c'est un paramètre de l'eau qui est très utilisé et représentatif de la qualité de celle-ci. C'est une mesure de la clarté de l'eau. Elle décrit la quantité de lumière diffusée ou bloquée par les particules flottant dans l'eau. Ces particules donnent à l'eau un aspect opaque ou trouble. Dans les rivières et les lacs, ces particules peuvent provenir d'algues, d'autres matières végétales, de sol, de limon, d'argile et d'autres substances présentes dans l'eau, comme les sels, les minéraux et les métaux. Donc, l'augmentation de la turbidité dans les lacs et les rivières peut être causée par de fortes pluies qui entraînent de la terre et d'autres matériaux dans l'eau, par l'érosion, la fonte des neiges, les tempêtes de vent ou les incendies. Elle peut également être causée par des activités telles que l'exploitation forestière, minière, agricole ou le dragage. Donc, une forte turbidité peut avoir des effets négatifs sur les poissons et les autres formes de vie aquatiques. Les algues et autres plantes aquatiques ont besoin de lumière pour se développer et une turbidité élevée réduira la disponibilité de la lumière sous l'eau. Donc, cette turbidité peut être mesurée in situ avec un appareil ou au laboratoire, mais elle peut également être estimée par télédétection en utilisant l'indice de turbidité par différence normalisée, NDTI, qui se calcule avec la formule suivante. Donc, NDTI égale à la bande rouge moins la bande verte sur... donc, c'est le rapport en fait entre la bande rouge moins la bande verte et la bande rouge plus la bande verte. Elle a été développée par l'ACO et ses collaborateurs dans cet article-là qui a été publié en 2007. Donc, NDTI, l'indice varie entre -1 et 1. Et pour l'interprétation des valeurs, quand on a un NDTI qui va de -1 à 0, cela indique que l'eau est claire. Et les valeurs positives indiquent que l'eau est turbide. Donc, on va donc passer à la sandbox pour faire une petite démonstration avec un notebook qui traite de la turbidité. Ma Votre écran collègue va est partager visible. son écran parce que j'ai un problème. Pardon, je peux voir mon écran pour vous? C'est toujours visible. Attendez, j'essaie d'enlever mon partage pour que l'histoire puisse partager. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, maintenant, on voit votre écran. Voilà. Tu peux aller au début.
Je peux minimiser le truc. Des fois, on voit votre écran, mais on ne vous entend pas. Allô? Allô, Ndeye Fatou? C'est bon maintenant? Oui. Oui, Vous maintenant, c'est bon m'entendez? maintenant. Oui, D'accord. oui, oui. Merci. OK. Donc, pour commencer, il faut déjà charger les packages. Donc, les paquets de, voilà, les paquets dont on aura besoin pour faire le travail par la suite. C'est cette cellule-ci. Ensuite, on se connecte au DataCube. Puis, on définit la zone d'étude. Donc, avec la latitude, la longitude, et ainsi que le time range. Donc, c'est la période à laquelle on veut faire l'analyse. Voilà, donc notre zone d'étude se trouve ici. C'est au Sine Saloum, au Sénégal. Ensuite, on charge les données Landsat pour la zone et la période qu'on a déjà définie. On charge aussi les données de Water Observation from Space qu'on a dans la sandbox développée par Digital Earth Africa. Et ensuite là, on va faire le graphique pour montrer le water extent, donc l'extension, non pas l'extension, l'étendue de l'eau. Ici, on va donc appeler l'indice. Donc, c'est le calcul de l'indice de NDTI. Et on va le plotter. Donc, faire la représentation graphique. Donc, ici, on a une image de 2017 à gauche et une image de 2021 à droite. La première et dernière image, donc. Donc, la première ici et la dernière ici. Donc, on peut déjà voir quand on regarde ici, la barre qui montre l'échelle de NDTI, qu'en 2021, en mai 2021, non, novembre 2021, on voit nettement ici qu'on n'a pas une turbidité dans la zone, ou bien elle est très faible en tout cas dans ces petits cours d'eau. Par rapport à janvier 2017, où dans les mêmes cours d'eau, c'est assez clair par rapport aux petites cours d'eau. Et là, nous avons une animation. Donc, cette cellule-là nous permet de faire une animation. Tu peux descendre. Reviens sur l'animation. Avec le défilé voilà. Voilà. Donc, vous voyez, à travers les différentes dates, on voit le changement qui s'opère au niveau de la zone, avec parfois l'eau qui est très, très claire et parfois l'eau est assez turbide. Ndeye Fatou, on a perdu votre voix.
Ah oui, excusez-moi. Ok. Voilà, tu peux descendre. Ici, donc, on essaie de vectoriser les zones humides. Les cours d'eau, voilà. En mettant un seuil de 50 000 mètres carrés, donc pour voir les grands cours d'eau et les petits. Je vais descendre. Voilà. Donc là, on remarque qu'en jaune, on a les grands cours d'eau. Descends. C'est bon. Ouais. Je descends juste ici. Voilà. Voilà. Donc ici, voici ce qu'on voit. Donc pour les larges cours d'eau, on a un NDTI qui varie de à peu près de moins 0,2 à 0. Donc ça ne dépasse pas en fait les zéros pour la plupart. Et c'est ce dont je disais tout à l'heure, que quand un NDTI varie de moins 1 à 0, cela montre que l'eau est claire. Donc, dans les cours d'eau, dans les larges cours d'eau, on remarque que l'eau est assez claire, donc pas de turbidité. Mais dans les petits cours d'eau, on voit que le NDTI varie de 0 à 0,1. Donc, c'est là où on remarque la turbidité de l'eau. Donc, plus le cours d'eau est petit, plus l'eau est turbide. Voilà. Et là, on essaie de voir la pluviométrie dans la zone en fonction des années. C'est ça? Voilà. Ici, on essaie de voir donc la corrélation entre la turbidité et la pluviométrie. Et on remarque que là où la turbidité est plus élevée, c'est là où la pluviométrie est plus élevée. Donc, entre 2021 et 2022. Tu peux descendre. Voilà. Cette période-là où la pluviométrie est plus élevée, c'est là où on remarque une turbidité plus élevée en haut par rapport aux autres années. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeye Fatou, pour la présentation aussi claire. Ce que j'ai à ajouter, c'est que on a plusieurs indicateurs de mesure de la qualité des eaux. Euh, Laissons parler de la turbidité, en utilisant l'indice de turbidité par différence normalisée, mais à travers les plateformes de Africa, aussi on peut suivre les trophications. On a aussi d'autres notebooks qui nous permet de suivre la chlorophylle à DAO. Et vous savez que l'augmentation de la chlorophylle d'aloi, c'est le résultat des différents polluants qui viennent surtout des ordures ménagers ou bien des fertilisants dans les champs.
une fois qu'elle est rejointe de l'eau, il y a, il y a toujours ce qu'on appelle algal blooms, c'est-à-dire que c'est l'augmentation anormale des algues dans l'eau, et bien sûr avec consommation d'oxygène et compétition avec les plantes et les animaux aquatiques. Alors, à travers ce notebook, on peut aller à travers et bien sûr à suivre à l'évolution de la chlorophylle et de l'eau en utilisant les images Sentinel-2. Bien sûr, je ne peux pas aller à travers, mais la méthode, c'est le même, charger les données, spécifier la zone d'étude et ainsi de suite. Mais je vais vous montrer le résultat, du moins. Vous voyez que ça se montre l'étendue des eaux au cours des années, l'évolution spatio-temporelle de la surface des eaux de notre région. Et bien sûr, on voit que l'année 2018, au mois de mai-juin, on avait eu le pic, parce que l'étendue des eaux. Et par après, on peut suivre à la, la- la moyenne de l'indice de chlorophylle par différence normalisée. Et bien sûr, vous voyez comment ça a évolué avec le mois, euh, disons, d'avril à 2018. Et c'est tout le même mois, à peu près le mois de novembre à 2019 avec le pic. Et par après, on peut voir, on peut comparer l'évolution, la taille de chaque cours d'eau avec la pollution, le contenu en chlorophylle. Et vous voyez, en jaune clair, c'est là où on n'a plus de chlorophylle. Et on voit qu'on a tendance à voir que la taille de cours d'eau diminue. Et quand la taille de cours d'eau diminue, la chlorophylle va augmenter. Et ainsi de suite, on peut comparer des années. Ici, on peut dire que comparé au mois d'octobre 2018 au mois d'octobre, au mois de décembre 2018, vous voyez que l'électrification ou bien la chlorophylle en eau a augmenté, est plus élevée au mois de décembre. Bien sûr, on peut comparer les mêmes dates avec les images vraies couleurs et vous voyez que l'eau est plus verte au mois de décembre, c'est-à-dire qu'il y a augmentation de chlorophylle ou des algues dans l'eau. Voilà, c'est aussi un indicateur qui nous permet de suivre la qualité des eaux. Et bien sûr, on peut faire comparaison à partout au monde. Alors, sans retarder, je vais donner la parole à l'audience. Si quelqu'un voudrait réagir, poser une question, une intervention, vous êtes les bienvenus. Que quelqu'un aurait une question, Oui, veuillez allumer votre micro. oui, moi c'est Diomandé Maurice, Et Maurice, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Je Maurice. suis, je suis géomaticien également à l'Agence nationale d'appui au développement rural au niveau de la Côte d'Ivoire. Euh, ma question va porter d'abord sur l'outil, la plateforme, et puis ensuite ce que nous verrons de voir au niveau de la turbidité et puis la pollution des eaux et le développement des algues. Ici, aujourd'hui, au niveau du secteur agricole, on est beaucoup plus amené à évaluer l'impact de l'activité agricole sur l'environnement. Donc, cela ressort à travers, euh, tout à l'heure, vous avez dit la présence des polluants dans les cours d'eau. Et donc, ma question, c'est de voir, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut le dire qu'on peut euh, faire une étude environnementale à travers la plateforme Earth Africa pour évaluer le niveau de contamination ou de pollution des eaux par euh, les substances résiduelles issues de l'activité agricole, telles que les pesticides ou des résidus de fertilisants. Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est au niveau même de la maîtrise de la plateforme.
Je vois que la plateforme est purement en mode codage. Bon, c'est un début pour moi à ce niveau, mais est-ce que Digital Africa euh, pourrait proposer des, des renforcements de capacités à ce niveau-là pour nous qui sommes en début? Donc, voici mes deux préoccupations. Oh, merci beaucoup, Diomande. Et, en fait, la première question est ici. Demander. Diomandé. Diomandé, bon. On lit ça Diomandé. demander. Voilà. Je suis désolé. C'est Diomandé. Euh, Et merci mm, beaucoup, Diomandé. Et pardon, je vais prononcer votre nom. Et la première question qui dit si on peut faire une étude environnementale mm, et suivre l'effet des activités agricoles sur la qualité des eaux euh, sur le continent de notre plateforme. Je dirais que c'est oui, mais il faudra toujours coupler les mm, observations de la Terre avec les travaux de laboratoire de vie de terrain. Par exemple, nous disons, il y a eu euh, augmentation anormale des algues, par exemple, mais aussi on se demande qui a causé. Est-ce que c'est la quantité de phosphore ou d'azote qui, qui est demandé à l'eau, dans l'eau, et quelle quantité? Là, il faudra toujours aller sur le terrain et prendre des échantillons et aller au laboratoire. Oui, mais on peut utiliser la plateforme de façon partielle. Il faudra toujours valider avec les travaux de terrain. Euh, Même chose, si on va dire la fiabilité a augmenté, il y a eu des idées de fertilisants, disons, ou bien il y a eu des l'érosion qui a augmenté la sédimentation, emporté la terre dans l'étendue d'eau. Toujours, il faudra aller faire une analyse, voir euh, la concentration des matières en suspension, le type des particules en suspension, et ainsi de suite. Il faudra toujours la coupler les travaux de terrain afin de voir avec les satellites. Deuxièmement, si on parle de codage, ça c'est facile à manipuler. Nous avons euh, une plateforme d'apprentissage en ligne euh, qui nous montre comment jouer avec le codage Python à partir du traitement des données et des analyses spécifiques. Bien sûr, tu n'es pas obligé d'être programmeur. On a des codes prédéveloppés, mais bien sûr, quand on est programmeur, on peut améliorer et intégrer plusieurs indices. Mais tout le monde ici n'est pas programmeur. La plateforme a été adaptée de telle façon que tout le monde puisse l'exploiter. J'ai partagé le lien vers la formation en ligne. Vous pouvez aller à travers et voir. Si vous faites la formation, quand même, vous avez assez de capacité pour faire des analyses de base. Merci beaucoup, Diomande. Puis, par s'exprimer. On prend une photo de groupe. On se revoit mercredi prochain et la session sera en anglais.